En voyant le titre de cette vidéo, tu t'es dit « C'est n'importe quoi, la théorie ça ne vaudra jamais l'expérience du terrain ». Oui ou pas? Je vais vous prouver le contraire avec 5 arguments en béton qui vont littéralement éclater vos croyances sur ce qui vous laisse penser que l'expérience de terrain vaut mieux que la théorie. Par ailleurs, je vous conseille d'être accompagné pour visionner cette vidéo car une fracture de croyance peut nécessiter l'appel du SMUR. Je vous l'ai dit, je suis altruiste, c'est dans ma nature de me préoccuper des autres. Je fais tout bien pour vous, tout bien pour mon public. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où l'on va attaquer l'une des plus grosses croyances limitantes dans le milieu professionnel. À la fin de la vidéo, je peux vous assurer que vous aurez changé d'avis car ce que je vous ai préparé, c'est du béton armé. Avant de démarrer, mettons-nous d'accord sur ce qu'est une théorie et l'expérience de terrain. Une théorie, c'est quoi? C'est une représentation abstraite de la réalité. Par exemple, en psychologie, on a identifié que l'humain possède des ressources psychologiques. La motivation, l'estime de soi, le sentiment d'efficacité personnelle. Bien évidemment, on ne peut pas les observer directement. Ces facteurs peuvent influencer des objets, pensées, comportements. Si j'ai des ressources élevées, je vais pouvoir produire davantage de résultats au travail. En revanche, si les ressources sont faibles, alors la productivité est impactée négativement. En bref, c'est le b.a.-ba de la science et du monde. On vit dans un univers où tout est cause, conséquence. Quant à l'expérience des terrains, il s'agit de la pratique, d'atteindre des objectifs grâce à des compétences telles que vendre des produits, services, aider des personnes, construire des bâtiments, etc. Bon, on ne va pas s'éterniser, vous avez compris l'idée. Passons directement aux choses sérieuses. Fait numéro 1. La théorie se repose sur une vision globale, tandis que l'expérience terrain a une vision de taupe. Prenons l'allégorie de la caverne de Platon. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est une métaphore de l'accès au savoir. Dans cette allégorie, Platon décrit un groupe de personnes qui ont vécu toute leur vie enchaînées dans une caverne obscure. Elles font face à une paroi et derrière elles se trouve un feu. Entre le feu et les prisonniers, il y a un chemin le long duquel un mur bas a été construit. Des gens passent derrière ce mur portant des objets ou des sculptures d'hommes et d'autres êtres vivants. Les prisonniers ne peuvent voir que les ombres de ces objets projetés sur la paroi de la caverne par la lumière du feu. Pour les prisonniers, les ombres sont la réalité, car ils n'ont jamais rien vu d'autre. Tout comme les personnes qui se fient uniquement à leur expérience professionnelle directe sans le recul de la théorie. Ces personnes, bien qu'expérimentées, peuvent avoir une compréhension limitée ou biaisée de leur environnement professionnel. Pourquoi? Car leur perspective est restreinte aux phénomènes immédiats et superficiels qu'ils observent. Prenons un exemple. Un directeur de magasin observe que les employés ne restent pas dans la boîte, voire même prennent des pauses plus longues, font d'autres tâches durant leur travail. Il va se dire quoi? Il va se dire, les gars ils sont pas motivés. Les comportements des salariés, ce sont des ombres animées. Et le professionnel qui juge, c'est le prisonnier de la caverne. Bien évidemment, la réalité est bien plus complexe qu'une simple explication que la motivation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Platon imagine ensuite ce qui se passerait si un prisonnier était libéré et découvrait le monde extérieur. Au début, la lumière du soleil l'éblouirait et il serait incapable de voir les objets dont il voyait auparavant les ombres. Ça, c'est lorsque la réalité nous apparaît en pleine gueule et que l'on ne veut pas l'accepter car ça fait bien mal. Mais progressivement, il s'adapterait à la lumière et commencerait à voir et à comprendre la réalité du monde, qui serait bien plus riche et plus complexe que les simples ombres de la caverne. Cela illustre lorsque l'on explique que le problème de la motivation cache en réalité un mauvais leadership, des conditions de travail à revoir. Ce qu'il faut en tirer de cette allégorie, c'est que l'expérience professionnelle amène à une vision très étroite et limitée de sa propre expérience, souvent établie par un tâtonnement essai-erreur. J'expérimente sur le terrain des actions et je vois si ça marche ou non. Ça marchera peut-être, mais pour des cas particuliers. Gérer un conflit de manière directe, ça marchera peut-être, mais avec des personnes et certains contextes pas. Pourquoi?
car il y a des facteurs qui vont favoriser le type d'approche pour gérer le conflit selon le contexte et la personne, et ça, ce sont des facteurs théoriques que le professionnel n'a pas s'il se base uniquement sur son expérience personnelle. La théorie permet d'avoir une vue d'ensemble de la réalité afin de bien circonscrire les contours et identifier les facteurs permettant d'expliquer ce que l'on observe. Alors que l'expérience de terrain permet de comprendre quelques cas parmi une centaine, cela limite grandement le champ d'intervention. Pour conclure sur ce premier fait, la théorie donne une grille de lecture large pour comprendre la réalité, alors que l'expérience terrain se limite à elle-même avec ses biais et ses croyances. Fait numéro 2. Il est vrai de dire que la théorie inclut la pratique, mais l'inverse n'est pas vrai. Une théorie se construit toujours à partir de la réalité. C'est un principe fondamental dans la démarche scientifique. On observe des faits, on les réduit en facteurs pour les intégrer en une théorie. C'est ce que l'on appelle la démarche empirico-inductive. Et par la suite, on va pouvoir faire des prédictions sur la réalité à partir de la théorie. C'est la démarche hypothético-déductive. Je ferai une série de vidéos sur la démarche scientifique, le lien sera dans la description une fois disponible. Prenons 2 exemples pour y voir plus clair. Si j'observe que la plante se développe à condition qu'elle ait de la terre, de l'eau et du soleil, alors je tire la conclusion que ces 3 facteurs sont cruciaux pour que la plante prospère. Cet exemple, à votre avis, illustre la démarche empirico-inductive ou hypothético-déductive ? C'est la première, car je pars d'observations particulières pour en tirer des faits généraux. Autre exemple avec la psychologie. En psychologie, il existe la théorie de l'engagement. Il s'agit d'une théorie qui explique que les gens vont agir car il y a des facteurs qui favorisent leurs actes. Parmi ces facteurs, on peut retrouver par exemple la liberté de l'acte. Si je vous dis « vous êtes libre de faire le tri sélectif des ordures pour un environnement éco », il est plus probable que vous agissez de la sorte que si je vous dis « vous êtes obligé de le faire ». L'obligation amènera à le faire par contrainte, ce qui risque d'être fait à l'arrache. Cela marche pour un tas de contextes, c'est d'ailleurs le propre de la démocratie. On amène les gens à croire qu'ils sont libres alors qu'en réalité ils sont influencés par leur environnement, les médias, les campagnes politiques. Le facteur, c'est la perception de se sentir libre et la conséquence, c'est l'engagement de la personne dans des actions. Dans le cas présent, le tri sélectif. Cet exemple, à votre avis, illustre la démarche empirico-inductive ou hypothético-déductive ? C'est la deuxième. Je suis parti d'une théorie qui prédit le comportement, il ne me reste plus qu'à l'appliquer tranquillement. Pendant que l'expérience du terrain se décarcasse à trouver un moyen d'engager la personne avec un risque d'échec non mesurable. Par conséquent, la théorie est construite à partir de la réalité que l'on perçoit alors que l'expérience terrain ne se base pas sur la théorie mais sur l'observation directe, sans mesure, sans stats, sans profiter des décennies de recherche. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il est préférable de se reposer sur la théorie car elle se base avant tout sur la réalité et l'expérience de terrain à partir de méthodes rigoureuses, tandis que l'unique expérience de terrain est basée sur des interprétations subjectives. Rappelez-vous l'histoire de la caverne. Troisième fait. L'expérience de terrain se limite par sa propre nature. On peut résoudre un problème, atteindre un objectif dans une situation spécifique. Mais cela ne permet pas de dire si ça marche dans d'autres situations ou contextes. Il y a donc un effet éphémère et non généralisable. Une technique de vente peut marcher à une époque, avec une catégorie de personnes, de culture, mais pas avec une autre. Une technique de management peut marcher avec une équipe, mais pas avec une autre. Les leviers motivationnels peuvent fonctionner dans une culture d'entreprise, mais pas dans une autre. Pour réussir à s'adapter à la situation et au contexte, pour résoudre un problème ou atteindre un objectif, ça va nécessiter un très grand nombre d'années d'expérience pour recueillir suffisamment de cas de figure différents pour réussir à cerner quoi faire, avec qui et à quel moment, et encore, une vie ne suffit pas.
Demandez à un vendeur professionnel de terrain de vous apprendre à interagir efficacement avec les clients. Quoi leur dire? Comment leur dire selon votre profil? Il ne saura pas, c'est pour lui naturel. Il a appris comme ça, sur le tas, par l'expérience de la vie. Il répondra, ces choses-là, ça ne s'explique pas. Ce sont des choses qui s'apprennent naturellement. Tout comme les gens qui vont vous dire que l'amour n'est pas objectivable. On ne peut pas théoriser l'amour, voyons. Eh ben moi je dis bullshit. C'est juste le fruit de l'ignorance et de la fainéantise intellectuelle. Quant à la théorie, c'est une construction de différents auteurs, expériences, qui vont venir affiner les mécanismes et prédictions de la théorie, par conséquent, beaucoup plus généralisable et précis que l'expérience de terrain. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la théorie permet l'application dans plein de contextes différents car elle prend en compte plein de facteurs pour que cela fonctionne, tandis que l'expérience de terrain va uniquement fonctionner dans certains cas. Quatrième fait. La théorie, c'est un savoir cumulatif avec une démarche scientifique. L'expérience terrain, c'est une croyance personnelle ou interpersonnelle qui s'éteint au bout d'un moment par la force des choses. L'idée ici, c'est que la théorie se construit avec le temps et le nombre d'auteurs qui y contribuent. Cela permet, comme je le disais auparavant, d'ajouter, d'ajuster des modifications pour qu'elle puisse répondre à tous les cas de figure de la réalité. Quand la théorie ne prédit pas directement, on cherche à comprendre s'il n'y aurait pas un facteur à rajouter dans la théorie pour comprendre la prédiction inexacte. Par exemple, une personne très motivée veut réussir ses études. La théorie prédit que le niveau de motivation prédit la réussite. Pour une majorité, cela peut être avéré, mais pour certains, c'est l'échec. Donc, la théorie, est-ce qu'elle est fausse? Peut-être pas. Il y a un tas d'autres facteurs qui peuvent s'ajouter, tels que les stratégies d'apprentissage, l'autorégulation, les ressources psychologiques, ou encore tout bêtement, l'hygiène de vie. Généralement, une théorie comprend plusieurs facteurs pour prédire le résultat. Mais qu'en est-il de l'expérience de terrain? La théorie va directement vous dire les erreurs à éviter, les actions à favoriser. Par contre, que vous dit l'expérience de terrain? Il va falloir tester beaucoup de fois dans beaucoup de contextes avant de comprendre de manière générale et encore. Le problème avec cela, c'est que des erreurs répétées pourraient être évitées, du temps pourrait être gagné et les dommages collatéraux pourraient être épargnés. Si la personne commençait à réfléchir à partir de la théorie que de ses croyances personnelles. D'autant plus au début. C'est comme faire du pain. Si l'on vous demande de faire du pain sans vous dire comment, ça va nécessiter un grand nombre d'essais et erreurs pour trouver les bons ingrédients et le bon dosage. Alors que si l'on vous donne la théorie, c'est-à-dire les facteurs qui ici sont les ingrédients et dosages, alors vous allez gagner un temps non négligeable pour aboutir au résultat souhaité. Voilà la puissance de la théorie. On l'utilise pour tout. Pour la cuisine, pour construire des bâtiments, et pourquoi pas avec le fonctionnement de l'humain. Alors je vois déjà l'argument des détracteurs qui vont dire oui mais l'humain c'est complexe, il y a énormément de choses qui peuvent varier. Eh bien oui, c'est justement ça la science. C'est avoir une méthodologie rigoureuse, intellectuelle, qui permet vraiment d'isoler les facteurs et de construire des modèles théoriques. En bref, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la théorie vous fait gagner beaucoup de temps pour agir avec précision et rapidité. Cinquième fait. Les gens qui tiennent jusque-là avec l'idée que l'expérience terrain vaut mieux que la théorie vont littéralement faire une rupture d'anévrisme. Le théoricien est bien plus conscient et avisé des biais dans sa méthodologie de travail que le professionnel de terrain. Être théoricien, déjà, remettons les choses dans le contexte. C'est minimum Bac+8 avec tout un cursus sur la méthodologie scientifique. Par conséquent, il en connaît un rayon sur les erreurs à éviter pour identifier des facteurs et établir leurs influences. Le professionnel qui ne se repose pas sur la théorie va être biaisé par tout un tas de biais cognitifs tels que le biais de confirmation, où il va chercher à confirmer ce qu'il pense en observant et sélectionnant les faits qui l'arrangent. Des biais cognitifs, il en existe plus de 250, donc bon. J'ai un exemple réel d'une expérience d'une personne dans le domaine de la vente. Il y a un classement des vendeurs et la personne est moins performante que les autres. À partir du chiffre d'affaires mensuel de chaque vendeur, son manager lui fait comprendre que c'est un manque de compétences ou de motivation. Donc,
on déplace la cause sur de l'interne. Mon analyse, c'est que les chiffres sont une photo, une conséquence d'une réalité à un moment T. Énormément de facteurs peuvent influencer les résultats au-delà de la personne. Il peut s'agir du temps passé en boutique, les jours où ces vendeurs ont bossé peuvent être le samedi, cela vient booster les ventes, ou encore le style de leadership que le manager adopte avec chacun. Sur une analyse subjective, on ne peut rien conclure. On ne peut faire que des hypothèses et avancer à l'aveuglette. Tandis que le théoricien va prendre en compte chaque facteur et les tester avec la méthodologie scientifique pour théoriser les facteurs qui contribuent vraiment à être top performer. D'autant plus que le professionnel est confronté à l'obligation de résultat. Cela le contraint en termes de temps et facilite l'émergence des biais cognitifs dans sa pratique et son expertise. Alors que le théoricien n'a pas cette contrainte, cela lui permet d'aboutir à des résultats plus réalistes et généralisables. Le point à retenir ici, c'est que la théorie est une approche objective, limitant le risque d'erreur, alors que l'expérience de terrain est une approche subjective. Un petit bonus pour les derniers qui sont sur le point de craquer, les grandes entreprises, et je ne parle pas de Decathlon ou de Cultura, elles font largement plus appel à des universitaires qu'à des professionnels de terrain pour élaborer des stratégies gagnantes. Alors également, il y a des gens qui vont se dire, moi, j'ai été à l'école et quand je suis passé à la pratique, c'était deux mondes complètement différents. La théorie n'avait absolument rien à voir avec la pratique. Donc, ce qu'on nous apprend à l'école, c'est du bullshit. Alors ça, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que la réalité derrière, c'est que l'école, avant la fac en tout cas, fait de vous de bons connaisseurs, mais pas forcément des bons compreneurs. C'est pas parce qu'on connaît une théorie que ça veut dire qu'on la comprend. Et que pour appliquer une théorie, ça nécessite de la comprendre. Pourquoi ? Parce que quand on comprend, on va pouvoir l'ajuster à la situation qui nous est présentée. Par conséquent, je pense que les gens qui se disent ça, c'est réellement des gens qui n'ont pas compris réellement la théorie. Ils l'ont juste apprise par cœur. Et quand ils arrivent sur le terrain, ils se disent « Ouais, la théorie, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train d'expérimenter sur le terrain. Ce qu'on nous apprend, ça sert à rien, c'est du bullshit. » Non, c'est juste que tu n'as pas atteint un niveau de profondeur en termes d'intégration des connaissances, c'est-à-dire le niveau de compréhension. Maintenant, toutes les théories ne sont pas finalisées. C'est une évolution perpétuelle. Les théories s'ajustent, s'affinent, se développent, s'intègrent entre elles à mesure que le temps passe. Par exemple, en psychologie, à l'heure actuelle, on a découvert la plus grande majorité des théories. Maintenant, on est plutôt dans une perspective d'affinement. On essaye de vraiment circonscrire tous les facteurs qui peuvent influencer des cas particuliers. En début de vidéo, j'avais prévenu qu'il fallait une personne supplémentaire au cas où pour le SMUR. Bon, ceux qui sont partis à l'hôpital, j'espère que la sortie de la caverne n'a pas été trop brutale. Mais pour les autres qui ont réussi le baptême du feu, félicitations, j'attends vos réactions, je suis prêt. Vous avez aimé le format, vous voulez me soutenir ? Faites-moi péter la barre des likes et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour les autres, on se retrouve dans les commentaires pour la finition platine. À très bientôt.